Jovenel Moïse, le défunt président d'Haïti, a été assassiné le 7 juillet dernier. Depuis, le monde entier se questionne. Qui est derrière l'affaire? Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés par la police haïtienne, mais au moment d'enregistrer l'émission, la question demeure encore largement sans réponse. Pour l'instant, on parle du meurtre d'un homme politique controversé dans un pays hautement instable. Le président Moïse avait certainement des ennemis. Mais quand on regarde toutes les ramifications de l'enquête, on réalise qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave. Ici, on avait devant nous un coup d'État, ou plutôt une tentative de coup d'État. Faisons ensemble l'anatomie de l'opération du 7 juillet. D'abord, il faut comprendre le contexte. Depuis la chute du régime dictatorial Duvalier dans les années 1980, Haïti tente de faire une transition vers la démocratie, mais sans succès. Faut dire que les interventions étrangères se sont multipliées à travers les années, toujours avec des résultats désastreux. Les États-Unis et la France ont une responsabilité énorme dans l'instabilité politique des dernières années. D'abord, on pourrait évoquer l'énorme dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti, ou encore les sanctions internationales, ainsi que le blocus naval imposé au cours des années 90. En poursuivant, il est bien connu que la CIA a mené des opérations pour déstabiliser le pays, notamment en procurant des armes et des munitions à un groupe terroriste paramilitaire, toujours avec l'objectif de renverser le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Aristide était le premier président élu à travers des élections, mais les Américains n'ont jamais accepté le choix du peuple haïtien. En fait, au cours de l'élection 1990, la CIA a distribué plus de 36 millions de dollars à son principal opposant à travers le National Endowment for Democracy. Lorsqu'Aristide a gagné malgré l'interférence américaine, la CIA a tout fait pour se débarrasser de lui, allant même jusqu'à faire circuler dans la presse des faux rapports médicaux, le décrivant comme fou allié. Washington aura finalement raison de lui en 2004 lorsqu'Aristide est finalement escorté hors du pays par l'armée américaine, dans ce que plusieurs décrivent encore aujourd'hui comme rien de moins qu'un enlèvement. Après le départ d'Aristide, les États-Unis et la France envoient des troupes en Haïti et installent un nouveau pouvoir plus favorable aux États-Unis, mais surtout au plan d'aide du Fonds monétaire international, le FMI, qui exige de maintenir les salaires très bas et d'ouvrir Haïti aux corporations multinationales. Pour le poste de premier ministre, les Américains assignent un économiste néolibéral qui habite encore aux États-Unis au moment d'être assermenté. Or, ils ne peuvent quand même pas le laisser se défendre tout seul. Washington et Paris négocient pour obtenir un mandat militaire auprès de l'ONU pour intervenir en Haïti sous le couvert du maintien de la paix. Et c'est ainsi qu'une coalition internationale de casques bleus sous commandement américain occupe le territoire haïtien jusqu'en 2017. Cette supposée opération de maintien de la paix est un désastre à beaucoup d'égards. Non seulement elle introduit une épidémie catastrophique de choléra, mais elle plonge Haïti dans une profonde dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Évidemment, le tremblement de terre catastrophique de 2010 et l'ouragan Matthew en 2016 ne font qu'empirer une situation déjà très difficile. Tout ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Les interventions étrangères, tout particulièrement celles de la France et des États-Unis, sont ensemble les principales responsables de la décomposition de l'État haïtien depuis au moins 2004, sinon depuis les années 90. Évidemment, des phénomènes comme la corruption et la violence y sont aussi pour quelque chose. Mais si Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques, c'est pas seulement à cause de la corruption. En fait, beaucoup de l'argent gaspillé dans la reconstruction après le tremblement de terre de 2010 a été gaspillé par des firmes et par des organisations étrangères. Sur plus de 11 milliards de dollars, environ 10% ont été gérés par des Haïtiens. Le stéréotype du gouvernement corrompu ne peut quand même pas tout expliquer. Des gens comme Hillary et Bill Clinton, qui étaient à l'avant-scène de la campagne humanitaire, ont aussi une responsabilité considérable. Hillary Clinton était secrétaire d'État et Bill envoyé spécial des États-Unis pour Haïti. Si vous parlez d'un de ces deux-là, un Haïtien, soyez certain que vous allez déclencher une réaction. Ils sont encore aujourd'hui la source de beaucoup de controverses. Et c'est ce qui nous amène à 2021. Aujourd'hui, le portrait est plus inquiétant que jamais.
Les institutions démocratiques sont pratiquement inexistantes. Le système de justice est inopérant. Le gouvernement est corrompu et inefficace. Les factions politiques se détestent à mourir. Le niveau de vie de la population est en chute libre. L'inflation est hors de contrôle. La nourriture manque. La violence entre les groupes criminels s'intensifie. Ils sont de plus en plus lourdement armés, de plus en plus militarisés. Ils contrôlent dorénavant pas loin de 60% du territoire, dont des secteurs entiers de la capitale Port-au-Prince. Les enlèvements, les cambriolages, les pillages, les assassinats font presque partie de la vie courante. Lorsque Jovenel Moïse a été élu président en 2017, il promettait de lutter contre la corruption, d'attirer des investissements étrangers, de sortir les gens de la pauvreté et surtout de stabiliser le pays. Or, dès le premier jour de son mandat, des manifestants contestent sa légitimité et presque immédiatement, Jovenel Moïse affiche des tendances autoritaires. Il reporte indéfiniment des élections législatives. Il dissout le Parlement. Il gouverne par décret. Il cherche à modifier la Constitution pour se garder au pouvoir. Normalement, il aurait terminé son mandat en février dernier, mais il s'accroche. Et au travers de tout ça, aucune amélioration de la situation au pays. Au contraire, la gronde populaire est à son comble, la crise s'intensifie. Depuis des mois déjà, des Haïtiens nous envoient des messages en nous décrivant la situation scandaleuse à l'intérieur de leur pays. La réalité, c'est que la crise politique à laquelle on assiste en ce moment a commencé bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Il suffisait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe toute une foule de raisons pour lesquelles Moïse pouvait être visé par un assassinat, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour qu'un coup d'État soit mené, il faut d'abord l'organiser. C'est pas comme si c'était une mince affaire. Comment faire pour tuer un chef d'État dans le plus grand secret et s'en sortir indemne? Pensons un peu à la logistique considérable que ça exige. Il faut absolument tout savoir sur la cible, sur la manière de l'éliminer. Il faut des personnes qui sont capables d'organiser ce genre d'opération, mais aussi il faut des personnes capables de l'exécuter. Il faut se trouver des complices, de l'équipement, il faut prévoir un moyen de sortie et surtout, il faut du financement, beaucoup de financement. Bref, organiser un coup d'État, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Il faut une motivation, de la préparation, du temps et beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Port-au-Prince le soir du 7 juillet? Disons que d'après ce qu'on sait en ce moment, tout indique que c'est exactement ça, un coup d'État. Mais dans ce cas, qui l'a commandité? Et pourquoi? Rejoins le scénario pour mieux comprendre. Plusieurs mois avant l'assassinat de Moïse, un certain Christian Emmanuel Sanon, un Américain d'origine haïtienne, qui ambitionne de devenir lui-même président du pays, passe par 4 compagnies privées de sécurité, dont une société vénézuélienne basée en Floride, pour recruter une trentaine de mercenaires et former un commando. Ils viennent essentiellement de la Colombie, mais on retrouve aussi quelques Américains d'origine haïtienne. Ils sont bien entraînés et hautement qualifiés pour le travail. Certains sont d'anciens militaires d'élite qui ont même été formés par le Pentagone. Pendant des mois, Sanon est sur le terrain pour régler tous les détails, les itinéraires, les moyens de transport, les planques, les armes, les munitions, les alibis. Première étape, il faut faire entrer les mercenaires dans le pays. Il faut acheter les billets d'avion. 2 groupes séparés font le trajet à partir de Bogota, en Colombie, jusqu'à Santo Domingo, en République dominicaine. Ils traversent ensuite la frontière clandestinement vers Haïti. Certains arrivent aussi du Panama. Une fois sur place, les mercenaires empruntent une fausse identité. Ils doivent suivre un itinéraire prévu d'avance qui doit les mener jusqu'à la maison de Jovenel Moïse, à Port-au-Prince. Les événements se précipitent. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, le commando s'introduit dans la demeure présidentielle. À son arrivée, les gardes de sécurité sont absents, selon le témoignage d'une voisine. Le président est visiblement mal protégé. Le commando entre par la porte principale. Il progresse dans la maison, se rend dans la chambre de Moïse et la fusillade commence. Moïse est criblé d'une douzaine de balles de fusil d'assaut et meurt sur le coup. Sa femme est aussi atteinte et gravement blessée, mais elle s'en sort vivante. Leur fille réussit à se cacher alors que la maison est saccagée. Après l'assassinat, le commando sort de la maison comme il est entré, l'air de rien. Un coup de fil est donné à Sanon, qui lui-même contacte d'autres personnes, vraisemblablement les grands organisateurs de l'affaire, pour leur dire que c'est mission accomplie. En théorie, ça y est,
le coup d'État est lancé. Mais il manque encore quelque chose, un élément crucial à n'importe quel coup d'État réussi. Après avoir renversé le dirigeant, il faut prendre sa place et assumer le pouvoir à son tour. Normalement, donc, celui qui est responsable du coup d'État n'a pas vraiment le choix de se montrer devant le peuple pour réclamer sa nouvelle autorité de chef. Mais dans le cas d'Haïti, c'est là que les choses se compliquent. Personne ne s'est hissé à la tête du pays de façon définitive et marquée. En fait, déjà 3 figures politiques se disputent pour savoir à qui revient la présidence. Et c'est précisément ce qui fait penser qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État raté. Reprenons le fil des événements. Après que le commando soit sorti de la demeure de Moïse, les mercenaires se divisent dans quelques véhicules, mais leur convoi est rapidement intercepté par la police. Les mercenaires, en réaction, abandonnent leurs véhicules et se réfugient dans un bâtiment. La police les retrouve et les encercle. Ils ont une quantité limitée de munitions, de nourriture, d'eau. Bref, ils sont pris dans un piège. La police lance quelques grenades de gaz lacrymogène et la chaleur est tellement intense que ça devient rapidement insoutenable. La plupart des mercenaires se rendent sur le champ. Certains s'enfuient vers l'ambassade de Taïwan qui est à proximité, mais en vain. Après un échange de tirs, ils se rendent eux aussi. Quelques-uns réussissent à s'enfuir, certains se font tuer. En gros, le plan de sortie du commando, un aspect pourtant essentiel de l'opération, a lamentablement échoué, au point où toute l'affaire devient carrément louche. Aussitôt, le premier ministre intérimaire déclare l'état de siège dans le pays. L'aéroport international est fermé, la frontière avec la République dominicaine aussi. Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale pour protéger les ports, les aéroports, les installations pétrolières et les autres points stratégiques. Haïti demande l'aide des États-Unis pour mener l'enquête. Et c'est un peu après que Christian Emmanuel Sanon est découvert et arrêté. Dans sa maison, trop de pièces à conviction l'incriminent. Une casquette de la DEA, 20 boîtes de munitions, des parties d'un fusil, 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine et 2 voitures non enregistrées. Pour beaucoup, il ne faut pas chercher plus loin. Pour le chef de police haïtienne et le premier ministre intérimaire du pays, vaut mieux avoir quelqu'un à présenter à la communauté internationale qui attend impatiemment de connaître l'identité des coupables. Ça démontre l'efficacité de l'enquête et le sérieux de la démarche. Sanon serait donc le cerveau du coup d'État. Mais cette théorie tient-elle vraiment la route? Avec autant d'indices qui pointent aussi directement et immédiatement dans sa direction, on pourrait croire à un coup monté. Se pourrait-il que les véritables organisateurs du coup d'État aient simplement voulu brouiller leur piste? Est-il possible que le rôle de Sanon était seulement d'être une vulgaire façade? Se pourrait-il qu'il ait lui-même été dupé? Il y a trop d'incongruités dans l'affaire. Il est difficile de croire que Sanon ait l'argent nécessaire pour payer la facture de l'opération à lui seul. Il ne semble pas non plus posséder les compétences et les aptitudes requises pour la mener à bien. Il apparaît peu probable, lui qui est relativement inconnu en Haïti, qu'il ait le bras suffisamment long pour acheter les gardes de sécurité de la demeure du président, en plus de développer un réseau de complices. Finalement, Christian Emmanuel Sanon n'a littéralement aucune base légitime pour se proclamer président d'Haïti. Donc comment croire que c'est vraiment ce qu'il essayait de faire? Et si c'était vraiment le cas, qui lui a fait croire que c'était possible? Clairement, quelqu'un, quelque part, a dû lui assurer qu'il serait reconnu rapidement par la communauté internationale. Mais dans ce cas, la question demeure entière. Qui? Qui se cache vraiment derrière tout ça? Et quelles étaient les véritables intentions? Au final, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais quand il est question d'un pays d'Amérique centrale ou des Caraïbes, d'un coup d'État et d'une intervention américaine, disons qu'il y a rarement de la fumée sans feu. Entre les politiciens corrompus, les factions hostiles, les groupes criminels militarisés et même l'intervention possible de puissances étrangères, tout ça devient un vrai fouillis. Le message est fort. Si le président est assassiné chez lui, dans sa chambre, alors que sa sécurité l'a déserté, alors tout est possible dans le pays. Personne n'est à l'abri. Moïse, malgré sa dérive autoritaire, était la dernière relique d'un État en pleine destruction. Dorénavant, Haïti est au bord du précipice et plusieurs font déjà la file pour en profiter.
La classe politique est déchirée alors que l'industrie de l'aide humanitaire ronge son frein en espérant une nouvelle ruée vers l'or. La triste vérité, c'est que le sort d'Haïti ne se trouve plus entre les mains des acteurs internes. Celui qui prendra le dessus, à terme, sera celui qui pourra compter sur l'appui des États-Unis et de la France. La volonté du peuple haïtien n'importe que très peu dans ce calcul. On parle d'élections en septembre, mais c'est pour le moins douteux. L'État est complètement à terre, pratiquement inexistant. Les élections auraient l'air d'une véritable mascarade. Or, pour le moment, c'est la seule lueur d'espoir à l'horizon. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.